faire venir nos amis. Donc, dans mon petite introduction, nous avons vu effectivement que, je rappelle, que nous assistons progressivement à une mutation majeure des activités humaines sous l'impact du numérique, remettant en cause les fondamentaux mêmes de l'organisation de notre société. Alors que nous espérions avoir un peu de temps progressivement pour adapter nos modèles, nos organisations, la crise sanitaire vient précipiter ces transitions, avec des effets dominos qui nous obligent à agir très rapidement. Cette crise, tant environnementale qu'économique, ne peut qu'accélérer cette transition. Ainsi, nos activités deviennent hybrides, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si l'entreprise et la famille deviennent hybrides, il en va de même des bâtiments, des véhicules, quelque part les villes. Les infrastructures vont devoir s'adapter à cette évolution pour passer d'un réseau hyper centralisé à celui de l'énergie, de l'eau, des déchets, des réseaux hybrides. L'objet de cet échange, c'est de vous entendre tous, chacun d'entre vous, qui êtes responsable dans votre écosphère, comment vous voyez cette hybridation de la société à court et moyen terme, et comment vous allez l'accompagner, et comment votre entreprise va l'accompagner également. Alors, nous avons autour de la table Éric Grab, vice-président de Michelin, en charge de l'innovation stratégique, Isabelle Delannoy. Donc, je préfère dire que tu es scientifique et auteur du livre L'économie symbiotique. Khaled Al-Mezayen, CEO fondateur de Innovaya. Jean-Pierre Cornu, que je viens de voir maintenant à l'écran, le directeur général adjoint de SIA Partners. Fabrice Bonifay qui va nous rejoindre, qui est directeur du développement durable de Bouygues Immobilier et président de C3D. Et David Minga, EDF R&D. Alors, je vais démarrer peut-être par Jean-Pierre Cornu, qui a une vision très large, holistique. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de commenter ce qu'on a entendu et puis peut-être l'appliquer à la mobilité. Puis je donnerai ensuite la parole à Éric Grab, qui lui est le spécialiste. Bonjour à tous, j'ai beaucoup de plaisir à participer à cette réflexion. Il est évident que, comme tu l'as souligné, nous sommes à un carrefour de civilisation. Nous vivons une rupture anthropologique par rapport à ce qu'on a connu. Et autour de la crise sanitaire vient se greffer toute une série de transformations systémiques qu'on avait déjà anticipées avant la crise, mais pas nécessairement retenues toute la journée de tous les acteurs et de tous les dirigeants. Moi, je vois trois choses autour de la mobilité. La première chose, c'est un changement majeur de mode de propulsion et d'énergie, puisqu'on vient des énergies fossiles et du pétrole. 1880, la mise au point du moteur par Gottlieb Daimler, moteur à explosion, et on va vers l'électromobilité. Et l'électromobilité, ça change tout. Ça change la manière dont on conçoit les véhicules, ça change l'organisation de la ville, l'organisation des routes, et c'est une rupture. Le deuxième élément, c'est que la voiture, la mobilité, ne sera pas une opposition hostile entre le monde très rigide du transport collectif, qu'il soit ferroviaire ou aérien, et le mode très libre du transport automobile privé. Ce sera effectivement une relation où le meilleur des deux mondes vont se conjuguer autour du partage de l'information. Et le troisième facteur, c'est évidemment, comme tu l'as souligné, un changement de business model en profondeur. Il ne sert à rien d'avoir une voiture autonome pour soi. Il faut qu'une voiture soit partagée. Et la grande révolution des transports, c'est Didi en Chine, c'est Lyft, c'est Uber, qui nous ont fait comprendre qu'il était pertinent d'avoir une voiture partagée qui coûte infiniment moins cher à la collectivité que d'avoir sa voiture qui dort dans son garage. Et donc on est là sur ces trois sujets, l'énergie, le business model et le mode d'appropriation du transport, sur des ruptures qui sont en train de se créer. Et la décennie 2020 va être une décennie de rupture majeure, puisque enfin, après 10 ans de maturation lente, le développement de l'électromobilité va se faire à grande vitesse. Merci pour cette bonne introduction. Éric, tu peux prendre la balle au bon et justement commenter ce que vient de dire Jean-Pierre.
Oui, oui, ben, écoute, bien volontiers, si vous m'entendez correctement. C'est bon? Oui, oui. Vous Oui. Très bien. Oui, je pense qu'effectivement, Jean-Pierre a bien introduit, bien résumé les ruptures auxquelles nous allons être confrontés. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic. Là où je serais un petit peu moins optimiste pour l'instant, c'est sur le comment. Donc sur le quoi, on est d'accord. Sur le comment, on n'est encore pas complètement d'accord, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce que je voudrais faire rapidement, en quelques mots, c'est vous donner mon point de vue sur la situation actuelle de l'évolution de la mobilité, et notamment sur un sujet qui te tient à cœur, Emmanuel, qui s'appelle le MaaS, Mobility as a Service, qui est effectivement au cœur de nos réflexions communes entre l'écosystème de mobilité mondiale Movinon et la SBA. Et puis, vous parlez ensuite des grands enjeux que je vois derrière cette situation, et notamment 5 enjeux qui ont déjà été plus ou moins évoqués, mais qui sont aujourd'hui au centre de mes préoccupations quand je mets ma casquette Movinon, donc la casquette de l'écosystème que nous avons créé. Donc un mot sur l'écosystème peut-être. Il s'agit au cœur de cet écosystème Movinon de grandes entreprises. Donc on retrouve des entreprises bien sûr qui sont dans l'infrastructure comme les vôtres, mais aussi beaucoup des entreprises dans le domaine de la mobilité. Donc on va retrouver des constructeurs, on va retrouver des équipementiers, on va retrouver des financeurs comme BNP Paribas, on va retrouver des acteurs de la table comme Microsoft ou Huawei, on va retrouver ou Dassault Systèmes ou Thales ou Orange qui sont tous là également. On va retrouver d'une manière générale tous ceux qui vont avoir un rôle à jouer dans la mobilité de demain, dont parlait Jean-Pierre à l'instant, y compris par exemple des assureurs comme Allianz ou Massif. Et donc tout ce petit monde est au cœur de l'écosystème Movinon. Alors évidemment, ce sont des grandes entreprises qui font le cœur de Movinon. Nous avons besoin de toutes les autres parties prenantes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses en matière de mobilité. Donc on veut parler des villes, on veut parler des autorités publiques, on veut parler des startups, des académiques, très important également, qui nous apportent toujours un regard justement nouveau et lorsque nous sommes confrontés à des ruptures, c'est essentiel. Et puis des organisations internationales qui sont nombreuses dans ce domaine également. Je pense notamment à l'ITF, au WBCSD, au World Economic Forum, à l'ONU, etc. Donc tout ce petit monde travaille au sein de Movinon. Et notre métier, c'est de passer de l'ambition à l'action. Et donc, puisque nous sommes au cœur de cet écosystème des grandes entreprises, nous avons pour vocation de créer de la valeur et de développer de nouveaux produits et services qui vont répondre à ces ruptures dont vous parliez tous les deux en introduction. Alors, donc, je disais, on est à peu près d'accord sur la situation actuelle. Je crois que ça a été dit. On est clair qu'aujourd'hui, il faut dépolluer, notamment nos centres-villes. Il faut décarboner l'ensemble de notre mobilité. Il faut décongestionner. Et on est aussi d'accord sur le fait que l'électrification et le partage des moyens de transport, que vous avez tous les deux évoqués, sont deux leviers importants. Là où je disais le bas blesse, c'est sur le comment on y arrive et comment on fait consensus. Alors, je suis très humble sur cette question parce que nous sommes au cœur, comme vous l'avez compris, avec Movinon, de la mobilité durable, et que nous devons constater que c'est un sujet complexe et que nous n'avons pas forcément aujourd'hui encore aligné, j'allais dire, toutes les parties prenantes sur une même vision partagée. Par exemple, le fameux MaaS, que Fabrice, qui va intervenir par la suite, et toi, sur lequel vous me challengez régulièrement, le Mobility as a Service, comme on l'appelle, eh bien certains la voient comme une digitalisation des transports, notamment les startups. D'autres la voient comme un outil de réduction du trafic dans les villes, donc un outil de décongestion. Mais aucune analyse sérieuse n'a été aujourd'hui faite pour prouver qu'il y a un report modal réel de la voiture individuelle sur le transport en commun grâce au MaaS. Ça reste à faire. Certains le voient comme un outil d'exclusion de la voiture individuelle, notamment certains maires ou VRS dans les centres-villes. Mais c'est aussi un outil qui pourrait être vu comme un outil au service du transport public. Au contraire, concurrençant le transport public. Donc vous voyez qu'on est loin pour l'instant d'une vision partagée sur le comment, et quand vous ajoutez à ça le fait que le MaaS s'intéresse presque exclusivement au transport de personnes,
et peu au transport de marchandises, ce qui est à mon avis une erreur, puisque nous allons avoir un enjeu majeur sur le transport de marchandises qui va croître de manière exponentielle ces prochaines années, et probablement plus encore que le transport de personnes. Vous comprenez pourquoi, avant même de travailler avec vous, monde du bâtiment et de la construction, nous avons un homework, comme disent les Anglais, à faire, c'est-à-dire que nous avons déjà, nous, à nous entendre au sein de la mobilité sur le comment. Ceci dit, on y arrive progressivement et nous avons donc décidé de nous pencher très sérieusement ces prochains mois et ces prochaines semaines, on va dire, sur cette question d'écosystème autour du MaaS, avec effectivement 5 grands enjeux auxquels vous verrez, vous êtes naturellement associés. Le premier enjeu que je vois pour mettre en place une multimodalité, une hybridation de la mobilité comme tu l'as introduit, ou tout simplement une mobilité as a service, c'est la data. Et il va falloir non seulement que nous ayons les data fiables, propres, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on obtient des data des transporteurs publics ou des villes, et il faut les cleaner, pour qu'on puisse mesurer ce qu'on fait. Si on ne mesure pas ce qu'on fait, on a peu de chances de l'améliorer et peu de chances de le faire progresser. Donc là, il y a un besoin de diagnostic à partir de données fiables sur la mobilité, sur les origines-destinations, sur tout ce que les gens utilisent ou n'utilisent pas en matière de mobilité. Mais la data, c'est aussi évidemment l'échange de données qui va permettre de mettre en place des systèmes, comme diraient nos amis américains, là aussi, seamless, donc sans couture, qui vont, j'espère, séduire les citoyens qui vont se dire, finalement, c'est bien géré, je passe d'un transport à l'autre de façon multimodale et je vais d'un point A à un point B. Donc ça, et puis alors, pas seulement seamless, mais également efficient, c'est-à-dire à la fois efficace et affordable, c'est-à-dire qui permettent d'être accessibles sur un plan financier, parce que c'est une grande question, évidemment. Alors là, derrière la data, se cache évidemment cette notion de commons, que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire une propriété intellectuelle partagée de la donnée, avec des accès limités pour certaines organisations comme les grandes entreprises, puisqu'il faut respecter bien sûr la protection des données individuelles, mais la capacité à faire des traitements sur les masses de données, de façon à ce que on apprenne beaucoup plus de nos erreurs. Je vous citerai simplement la mésaventure de Google à Toronto, où, en ayant oublié que la donnée appartient aux citoyens et pas forcément à une grande entreprise, eh bien, ils sont en difficulté dans leur expérimentation sur Toronto. Le deuxième grand enjeu, à mon avis, c'est une bonne compréhension de la demande, et notamment de la demande locale. Et tu l'as dit, je crois, à un moment donné, c'est à la fois décentralisation et centralisation. En matière de mobilité, c'est très décentralisation. En fait, on s'aperçoit que les besoins des citoyens et l'évolution de leur comportement peut être très différente d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, et d'une ville à l'autre. Prenez San Francisco, avec un BART où les parkings sont en général trop loin du BART, qui est donc en fait le moyen de transport local, l'équivalent d'un métro, et qui oblige les Américains finalement à se dire, moi j'ai pas envie de me faire 1 kilomètre à pied sous la chaleur et d'aller du parking à la station de BART. Donc finalement, je vais prendre mon véhicule individuel et je vais me rajouter sur l'autoroute 101 qui est déjà congestionnée et qui fait, comme vous le savez, toute la côte californienne. Ça, c'est une situation qui n'a rien à voir avec la situation parisienne qu'on connaît bien, où là, vous avez une multitude de transports qui sont disponibles, un métro qui fonctionne globalement très bien, une densité forte et des alternatives donc de mobilité multimodale, le bus, l'autolib, etc. Voilà, donc Eric, la compréhension... Juste accélérer un tout petit peu, merci. Pas de souci. Donc la compréhension de la demande locale et des besoins citoyens est fondamentale, et ça nécessite un savoir-faire également, y compris d'expérimentation pour stimuler finalement les citoyens et voir comment ils réagissent à telle ou telle offre potentielle. Le troisième grand enjeu, c'est la constitution justement d'une locale, là aussi, d'une communauté d'intérêt qui va répondre à cette demande locale identifiée. Et ça, c'est loin d'être évident. Il faut pouvoir avoir toutes les parties prenantes autour de soi, le privé, le public, les startups, les grandes entreprises, le bâtiment, l'infrastructure, mais aussi les fabricants de véhicules, qu'on oublie trop souvent, mais le véhicule restera au cœur de la mobilité, et partager cette vision dont je parlais. Le quatrième point concernera les business models, vous en avez parlé, donc je ne serai pas long.
Aujourd'hui, sachez-le, il n'y a aucun business model dans le domaine de de la mobilité as a service qui soit véritablement définitif et qui permette aux acteurs de bien vivre. C'est même une des difficultés du MaaS, c'est que les business models sont difficiles à trouver. La public ne veut pas lâcher les 30 centimes qu'il gagne par trajet, puisque vous savez qu'il est financé en général par les autorités publiques, et donc ces 30 centimes qu'il récupère péniblement par trajet, il n'a pas l'intention de les lâcher pour le privé. Et certaines startups pensent que le ticketing va nous permettre de résoudre tout le problème, mais ce n'est qu'un moyen. Bref, aujourd'hui, il y a des pistes comme les hubs de mobilité. Regardez ce qui se fait au Japon, c'est très intéressant. Les hubs de mobilité sont sans doute une piste pour trouver des revenus et la création de valeur dans les nouveaux business models de demain, mais on n'y est pas encore. Et je finirai par en disant simplement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un gros problème de gouvernance globale, des modèles de gestion opérationnelle de la mobilité et des bâtiments. Et donc, d'où l'initiative Ready for Service et Ready for Mobility que nous développons ensemble, cher Emmanuel. Et donc, comme tu me demandes de me presser, je m'arrêterai là en vous disant que nous avons lancé avec la SBA une communauté d'intérêt au sein de Moving pour traiter ces grandes questions. Mais vous voyez qu'on n'en est pas encore à la fin du sujet, ne serait-ce que sur l'écosystème de mobilité. Voilà, je serai prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Volontiers, merci beaucoup. Alors, je vois que Fabrice est là, donc on va pouvoir rebondir sur justement, on a parlé de la mutation de la mobilité et l'hybridation de la mobilité. Est-ce que tu peux dire ce que tu en penses pour la partie bâtiment et quartier? Bon, pour la partie bâtiment, ça va devenir clé, hein. Vous savez que dans l'empreinte carbone globale d'un bâtiment, il y a 3 composantes. Il y a toute la partie amont, la conception et les matériaux entrant dans la construction ou la rénovation, parce que ça va être la mode de la rénovation par les temps qui viennent des bâtiments. Donc les matériaux entrants, ça pèse à peu près pour 40% de l'empreinte carbone des bâtiments aujourd'hui. Et ensuite, il y a l'énergie de fonctionnement du bâtiment pendant toute sa durée de vie. Et il y a aussi dans son fonctionnement une composante très importante qu'on oublie souvent, c'est la mobilité intégrée au bâti, c'est-à-dire le fait que les gens qui sont affectés à un bâtiment, quel qu'il soit, tertiaire, public, privé ou de logement, eh bien, ont besoin de se mouvoir à partir de ce bâtiment dans un sens ou dans l'autre. Et la mobilité aujourd'hui à partir d'un bâtiment dépend de l'emplacement du bâtiment, bien sûr. Est-ce qu'il est proche ou pas de systèmes de transport de masse en commun? Mais ça, c'est vrai, ça peut être vrai dans les villes denses. Dans la plupart des autres cas, le moyen de transport le plus utilisé pour aller et venir, vous le savez bien, ce sont des moyens de transport individuels carbonés. Et c'est bien ça le challenge dans les années qui viennent, de vouloir réduire cette empreinte carbone associée à la mobilité, à partir du bâtiment. Alors l'idée, c'est de faire en sorte que progressivement, les parkings des bâtiments, qu'ils soient outdoor ou indoor, puissent devenir des hubs de mobilité partagés par les usagers du bâtiment, mais aussi par leurs riverains, et donc, si possible, de l'électromobilité pour réduire encore l'empreinte carbone. Et donc, l'électromobilité partagée, ça veut dire que le bâtiment doit être conçu pour faire en sorte que les utilisateurs du bâtiment puissent prioritairement utiliser des pools de véhicules mis à leur disposition dans le bâtiment, qui peuvent être des voitures, des trottinettes, des vélos, tout ce qui permet de se déplacer pour la mobilité du quotidien, que ce soit de la mobilité professionnelle ou de la mobilité liée au commuting, au trajet domicile-travail. Et lorsqu'il n'y a pas de solution de masse, bien sûr, efficiente, donc c'est le cas pour des milliers de bâtiments. Alors le fait d'avoir cette électromobilité intégrée bâtie, ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est si elle est partagée, de pouvoir faire des parkings des centres de profit, c'est-à-dire de faire des parkings qui vont être gérés comme des plateformes de devices mis à disposition des utilisateurs. Et il y a peut-être sans doute moyen de trouver une rentabilité à cela, surtout si le parking en question, il n'y a pas d'obligation de remettre le device de transport au même endroit, c'est-à-dire de faire des parkings qui vont être interopérables sur un territoire. Donc l'idée, c'est de reproduire en fait en indoor ce
qu'il existe aujourd'hui en outdoor avec les initiatives Vélib, Autolib qu'il y a maintenant dans la plupart des grandes villes. Alors le gros avantage de l'indoor aussi, c'est de pouvoir assurer la sécurisation de ces devices. À partir du moment où on est sur un endroit clos, c'est plus facile à surveiller qu'en outdoor, donc on peut imaginer qu'il y aura moins de vandalisme associé à cela. Alors, Mais au-delà de la fine, mobilité, peut-être aussi, parce qu'il n'y a pas que la mobilité dans le bâtiment, c'est le bâtiment aussi, on a parlé de bâtiment pluriel, hein, donc, avec ouais. différents réseaux, réseau d'eau, réseau d'énergie, comme vous l'avez fait Alors à j'allais y venir. Voilà. J'allais y venir, c'est que bon, la mobilité, ça va permettre donc enfin, l'empreinte carbone du bâtiment, c'est essentiellement sa mobilité aujourd'hui, enfin pour les bâtiments rénovés, mais les bâtiments vont devenir aussi de plus en plus autonomes dans leur capacité à produire des flux énergétiques, et notamment Ouais. les bâtiments dits à énergie positive. Bouygues a été la première entreprise à commercialiser ce type de bâtiment il y a maintenant 9 ans déjà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le fait que les bâtiments produisent leur propre énergie via essentiellement du photovoltaïque, ça va permettre de rendre autonome en partie ces bâtiments une partie du temps, mais aussi de pouvoir alimenter les véhicules électriques qui seront branchés sur ce bâtiment, qui seront connectés au bâtiment, et si possible d'ailleurs en courant continu. Et alors pour améliorer les rendements et donc faire en sorte que on puisse ne pas gaspiller de l'énergie avec les différentes conversions qui sont aujourd'hui utilisées. Donc le bâtiment énergie positive, c'est une réalité. Il n'y a rien de technique, il n'y a rien de très technologique aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est déployer massivement ce type d'options pour les bâtiments, compte tenu du faible coût du photovoltaïque. L'intégrer bâti, l'intégrer en toiture, l'intégrer en façade, l'intégrer dans les partout où on peut en mettre, de manière à ce que le bâtiment puisse produire un maximum. Et lorsque le bâtiment n'aura pas l'usage de sa production, l'idée, bien entendu, c'est qu'il puisse revendre cette production à ses voisins, qu'il puisse aussi alimenter les véhicules électriques pour qu'ils deviendront aussi des éléments de stockage de l'énergie pour lisser la courbe de charge. Donc ça, c'est pas la science-fiction. On parle de véhicule to grid, c'est bien ça. À la véhicule to grid, absolument, pour que les véhicules puissent redonner de l'énergie au bâtiment à certains moments de la journée, notamment au moment des pics, parce qu'on peut espérer qu'un jour, il y ait une tarification temps réel de l'énergie qui fasse que ce serait intéressant d'avoir une capacité de restitution de l'énergie vers le bâtiment pour effacer les pics et donc effacer des taux de consommation et des coûts de consommation qui pourraient être plus élevés à certains moments de la journée. Et puis aussi pour soulager éventuellement l'opérateur global du réseau lorsqu'il y a une forte demande. Donc cette intelligence de la fourniture, de la demande et de l'utilisation de l'énergie, elle se fera au niveau du bâtiment, elle se fera au niveau du quartier. Donc là, il faut se dépêcher pour aller vite. Il faut vraiment aller vite dans cette trajectoire-là, pour faire en sorte que les bâtiments ne soient pas simplement demain des utilisateurs de flux, mais soient eux-mêmes providers de flux et puissent monétiser vis-à-vis de leur écosystème immédiat cette capacité à produire ces flux. Donc la mobilité, l'eau, pareil, l'énergie électrique, éventuellement la chaleur fatale, lorsque le bâtiment a dans ses fonctionnalités, ne serait-ce que des data centers avec de la chaleur fatale aujourd'hui qui n'est pas utilisée, qui est souvent gaspillée. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que l'infrastructure du bâtiment arrête d'être systématiquement consommatrice, mais devienne la plus possible productrice. Donc c'est tout l'enjeu. On voit bien que c'est une vraie mutation. Oui, c'est une mutation parce que pendant des années, les bâtiments n'ont pas été conçus dans cette optique-là. Ils ont été conçus comme des centres de coût, mais jamais comme des centres de profit, jamais comme des centres de flexibilité également. Et avec cette mobilité intégrée bâtie pour réduire l'empreinte carbone, mais aussi apporter un service plus, eh bien, on va probablement avoir des mutations profondes dans la gestion des espaces des bâtiments et notamment ces fameux parkings qui sont aujourd'hui structurellement sous-utilisés dans les bâtiments tertiaires, publics et privés. Et ça, c'est un gaspillage de ressources énorme, gaspillage de ressources en place déjà,
Et ça peut être très facilement corrigé dès lors qu'on aura ce référentiel R2S for Mobility qui pourrait être intégré dans les cahiers des charges des maîtrises d'ouvrage pour que les maîtrises d'ouvrage puissent revendiquer des parkings intelligents, des parkings qui seront utilisés en permanence et des parkings qui seront des centres de profit pour les opérateurs qui les utiliseront à l'intention des usagers de ces bâtiments, mais aussi des riverains de ces bâtiments. Donc tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est possible tout de suite. Et c'est pour ça qu'on est en tout cas à Bouygues et on sera utilisateur massivement de ce référentiel. Merci Fabrice. Tu as parlé d'énergie, d'eau. Bah, ça m'amène à parler justement, à apporter la parole à deux experts. On va passer la parole déjà à David, hein, puisqu'on parlait d'énergie, d'électromobilité. Donc je pense que tu peux rebondir là-dessus, David Maga. Par contre, court, parce qu'effectivement, il nous reste 10 minutes et on pourra peut-être dépasser un tout petit peu, mais peu. Et je voudrais entendre Raled et puis Isabelle Delannoy qui nous fait aussi l'honneur d'être là. Donc, à toi la parole, David. Merci. Merci Emmanuel. Ça fait 16 ans que je vais au CES, au Consumer Electronics Show. Et ce que je peux vous dire, et je suis entièrement d'accord avec mon collègue de Bouygues, que la technologie nous permet actuellement de mieux gérer les ressources au sein d'un bâtiment. C'est quoi un bâtiment? Un bâtiment, c'est surtout une réserve de valeur. Ce qui est important dans le bâtiment, ce sont les occupants du bâtiment. Nous l'avions montré en 2012. Rappelle-toi, Emmanuel, je t'avais invité à un séminaire où nous avions parlé pour la première fois en France de Aristote, hein, de Building as a Service, de BAS. Et il y avait Vestas System qui était là déjà et Ubiant. Voilà. Donc, ces technologies de l'information maintenant sont prégnantes. C'est elles qui vont nous permettre de réaliser les objectifs en termes de meilleure gestion des ressources, eau, gaz, élec, et eau chaude, eau froide. Et on voit bien que là, c'est grâce à l'Internet des objets, à des capteurs, c'est grâce aussi à une infrastructure réseau qui soit à la fois filaire et sans fil. Donc le thème hybride, à mon avis, est bien choisi. Il faut absolument une infrastructure hybride. Il faut la sécurité, la fiabilité filaire qui est couplée à la flexibilité du sans fil. C'est-à-dire que la fibre doit cohabiter avec la 5G, l'Ethernet doit cohabiter avec le Bluetooth sans fil. Ça, c'est un sujet qui sera traité à 14h, mais merci, c'est tout à fait... Oui, mais c'est très important de poser ce problème et de dire que c'est grâce à toutes ces technologies de l'information et surtout, on est à BIM, à la virtualisation du bâtiment, que l'on peut réussir ces objectifs de meilleure gestion des fluides, des ressources. Moi, je milite pour un Enernet, c'est-à-dire un Internet des fluides, hein, que ce soit énergie, que ce soit électricité, que ce soit l'eau chaude ou l'eau froide. Pour moi, c'est le même combat. Et on a les mêmes structures. Hein, on aura une même structure, parce qu'en fait, c'est gérer de l'énergie. Il faut une économie de type thermodynamique, hein, où on soit capable à tout moment de savoir quel est le rendement des systèmes que l'on utilise et quelle est leur santé, dans quel état ils sont. D'où l'importance du BIM. Hein. Je rappelle que nous travaillons à EDF avec la SNCF. Nous allons optimiser beaucoup de gares. Hein. Ce sont des grosses infrastructures. Le but du jeu, c'est d'optimiser la maintenance. On voit bien que ce sont des coûts énormes. Hein. Et on voit bien aussi qu'il y a d'énormes gisements de gains en termes de coûts opérationnels. On a bien vu que c'est grâce aux capteurs et aussi au fait qu'on est capable d'avoir un jumeau numérique de tous, disons, les infrastructures qui coûtent très très cher, les chaudières, le HVAC, dans un bâtiment que l'on peut gérer proprement un système. On a bien vu aussi qu'il est possible de coupler à des systèmes BIM, des systèmes de GMAO, hein, c'est-à-dire de gestion de la maintenance. Et aussi des systèmes de maintenance prédictive. On a vu cette année arriver beaucoup de nouveaux acteurs. Je ne sais pas si tu connais des gens comme Brainbox, des gens comme Foobot. Ce sont des gens qui appliquent de l'IA au HVAC. C'est un secteur qui n'a quasiment, au génie climatique, c'est un secteur qui n'a quasiment pas bougé depuis des décennies et qui s'est numérisé à vitesse grand V.
Et tout ça nous permet de mieux gérer ces systèmes et avec un coût énergétique moindre. Parce que comme mon collègue l'a rappelé, c'est grâce au courant continu que l'on pourra avoir je dirais, des rendements énergétiques optimaux. Moi, je milite pour que toute l'intelligence du bâtiment soit autonome, c'est-à-dire que ce soit la production décentralisée qui permette d'apporter l'énergie de tous ces systèmes. Et ça me semble une évidence, ainsi que les parties collectives. Et je milite. Et tu es d'accord que c'est une vraie rupture? C'est une vraie mutation. Ouais. C'est une mutation totale. Hein. Et on voit bien qu'on a beaucoup de mal, disons, en France, à entrer dans cette mutation. Il faut aussi considérer le bâtiment, c'est vrai, d'un centre de coût en un centre de profit. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça veut dire utiliser massivement des places de marché d'échange d'énergie, hein, à base de blockchain. Savez-vous qu'en Suisse, il y a une société qui s'appelle Exnaton qui fait ça. En France, il n'y en a pas. Il y a zéro. On part de pas grand-chose. Et je pense que ce qui est très très important, c'est de pouvoir aussi tokeniser, c'est-à-dire les actifs énergétiques. Ça veut dire qu'on soit capable de virtualiser, par exemple, une grosse batterie qui dure 20 ans, comme de l'immobilier, pour pouvoir mieux la financer et mieux mesurer ses performances en termes de transactions. Je suis d'accord avec ça. David, on va être obligé de passer la parole à d'autres, mais c'est à moins que tu aies encore 2 mots. Mais le mot-clé, c'est qu'il faut mesurer, et en temps réel. Et que c'est ça qui est important. Et que c'est à la fois blockchain, grâce à la tokenisation, c'est aussi l'IoT associé à de l'IA plus des réseaux temps réel qui va permettre tout cela. Merci. Et tu as donné peut-être, mais j'espère qu'on aura le temps d'en parler, une petite piste à la problématique des modèles économiques à notre ami Eric Grab, parce que quand tu parles de tokenisation et d'investissement avec de la crypto-monnaie, je pense que c'est un investissement collaboratif, peut-être effectivement une réponse à la problématique des business models si on implique non seulement des acteurs privés, des acteurs publics, mais également des acteurs citoyens, des particuliers. Et pour ça, effectivement, il faut une traçabilité en temps réel, tu as raison. Je passe la parole à notre ami Khaled, parce que là, on a parlé de l'énergie et il va nous parler de l'eau. Et ce qu'il a dit est excellent, puisqu'il arrive aujourd'hui, avec sa petite machine, à réduire le coût de l'eau de 6 par 6, si j'ai bien compris la leçon. Vas-y. Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Oui. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit par M. Gras, par M. Bonifay et puis par M. Menga, parce que c'est très intéressant. On a beaucoup parlé de digitalisation du contrôle, de l'amélioration des capteurs, de la fiabilité de la data. Et c'est exactement là-dessus qu'on travaille avec Innovaya. Donc, nous, on développe des petites machines de traitement d'eau pour la potabilisation dans les zones isolées et difficiles d'accès. Donc, nous sommes une entreprise solidaire d'utilité sociale et également une jeune entreprise innovante. Donc, on a aussi un modèle hybride au niveau de notre business model parce qu'on est une SAS full profit. Mais voilà, on a quand même un rôle, on pense, d'utilité publique. Nous, aujourd'hui, on ne travaille pas beaucoup en France. On travaille un petit peu avec la SOR, qui est l'un des acteurs de la distribution d'eau en France. Mais aujourd'hui, effectivement, tout ce que vous avez dit résonne un petit peu avec l'eau, parce qu'on a aujourd'hui besoin d'un double réseau d'eau. On a besoin d'un réseau d'eau propre et on a besoin d'un réseau d'eau potable. Le réseau d'eau potable aujourd'hui en France est celui qui est majoritaire. On n'a qu'un seul réseau d'eau et malheureusement il n'y a que quelques zones en France, notamment dans le sud-est, où on a un double réseau, mais uniquement pour l'extérieur. Et effectivement, le bâtiment a un rôle important à jouer pour arrêter d'être consommatrice, comme vous l'avez dit, Monsieur Bonifay,
Et il faut savoir que, par exemple, en Inde, à Chennai, ils ont commencé à développer ces systèmes où le bâtiment devient un producteur d'eau et d'énergie, notamment en récupérant les eaux de pluie, en récupérant les eaux usées, pour une réutilisation au sein du bâtiment. Alors, vous avez très bien dit également que les technologies existent. Il y a de plus en plus de technologies qui fonctionnent. La grosse problématique, c'est la fiabilité de la data et également la maintenance de ces systèmes. Il faut effectivement optimiser la maintenance, il faut effectivement faire du préventif et du prédictif. Ça, c'est très important et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Travailler sur un réseau dédié, justement, réseau Internet, hein, donc je pense à la 0G, par exemple, de Sigfox, hein, qui fonctionne très bien et qui est très bien pour récupérer de la data et de la donnée pour l'énergie et l'eau, par exemple. Donc oui, c'est très important de décentraliser au moins une partie de la problématique eau, centraliser peut-être, centraliser la partie traitement de l'eau potable et décentraliser la partie traitement des eaux usées et réutilisation de ces eaux-là. Et le bâtiment et les immeubles sont effectivement des acteurs majeurs dans cette transition pour le double réseau, qui est aujourd'hui très important, parce qu'il y a eu une accélération du réchauffement climatique et de la problématique du stress hydrique au niveau mondial. Ça commence aujourd'hui en France aussi, parce que nous, malheureusement, on avait commencé à travailler surtout dans les pays en stress hydrique, et maintenant on commence à avoir des demandes en France métropolitaine, parce qu'il y a des épisodes de sécheresse. Depuis 3 ans, nous avons des épisodes de sécheresse qui font qu'on commence à avoir dans certaines zones du stress hydrique. Donc, mais Khaled, voilà, moi j'ai en tête notamment qu'une ville comme Londres, en 2050, si elle ne rénove pas ses canalisations d'eau, aura un problème d'eau potable. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à Londres. Faut pas aller jusqu'à Londres. Hein. En France, par exemple, changer 1 km de canalisation, c'est entre 400 et 800 000 euros, à peu près. Donc, il faut dépenser entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an pour renouveler le réseau d'eau actuel en France. Or, on n'en dépense que 800 millions. Donc, le calcul n'est pas compliqué à faire. C'est pour ça qu'on a autant de fuites, c'est pour ça qu'on a autant de problématiques. Donc, on ne peut plus avoir un seul réseau d'eau et on ne peut plus réfléchir avec un seul réseau d'eau. On ne peut plus réfléchir en étant qu'avec des systèmes centralisés qui sont très coûteux et qui au final sont d'une part très énergivores, d'autre part qui demandent énormément de maintenance. Ben merci, c'est fort intéressant. Puis je souligne quand même que vous avez parlé d'eau potable centralisée, mais vous avez également la possibilité de faire vous-même de l'eau potable. Et c'est ce que je disais, c'est avec une rentabilité, puisque sur 10 ans, ça réduit le coût de l'eau potable par 6. C'est ce que j'ai noté quand on s'est vu. Donc oui, on voit bien exactement ça. Nous développons des petites machines, mais ce sont des machines qui sont effectivement destinées à des hameaux ou à des immeubles. Dans les zones difficiles d'accès, nous on s'est spécialisé là-dedans, mais effectivement on commence à avoir de la demande dedans. Alors tout simplement pourquoi ? Parce qu'on optimise le traitement pour l'eau potable et on utilise des technologies pour faire de l'eau potable ciblée, et on ne fait pas de l'eau potable pour tous les usages dans la maison. Donc automatiquement, on a des économies d'échelle beaucoup plus importantes. Ben, bravo, merci et bon courage. Isabelle, merci beaucoup à vous. Isabelle, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de dire là ? Ça vous résonne, vous qui êtes une apôtre de l'économie symbiotique et de l'économie régénératrice ? En fait, oui, ce qu'on voit là, c'est que donc on a profondément une société déjà qui se transforme suite à l'apparition des infrastructures comme Internet et qui permettent en fait le traitement en haut de l'information. Et on a les routes de l'information aujourd'hui et ce qui fait que toute structure en fait qui n'est pas structurée
structurées en réseau, elles deviennent de moins en moins efficientes parce qu'elles ne sont plus adaptées à son environnement. Et que toutes les organisations qui s'adaptent à cette structure en réseau s'adaptent à leur environnement et donc deviennent de plus en plus efficientes, ne serait-ce que par adaptation avec l'environnement. Mais en plus, le système en réseau permet des sauts d'efficience qui sont extrêmement importants. On regarde un peu ce qu'on voit dans les constantes en fait. On s'aperçoit des sauts d'efficience selon l'organisation. Quand les producteurs se connectent entre facilement 30 à 40% enfin facilement, non. Mais on atteint les 30 à 40% d'efficience par une meilleure organisation, qui n'est pas toujours facile. Par contre, on a des sauts d'efficience énormes, mais alors absolument énormes. C'est pas du 30 à 40%, hein, c'est du x10, donc du 1000%, qui arrive dès qu'on lie le consommateur avec l'usager en fait d'un service, avec le producteur de ce service. Et là, tout à coup, des modèles, comme on en parlait, le parking, qui devient à la fois un lieu de stockage, consommateur d'espace pour la mobilité et pour la non-mobilité d'ailleurs. Et on sait très bien combien c'est un centre de coût aujourd'hui qui tout à coup devient un espace productif parce que il est intégré à un réseau où celui qui a parqué sa voiture n'est pas forcément le même que celui qui vend. Et cette proximité en fait entre l'usager et le fabricant, c'est le modèle économique d'usage, on va dire, ou de fonctionnalité. Et lorsqu'ils sont faits en réseau comme ça, on atteint facilement des fois 10 en fait, d'utilisation de la matière, d'optimisation de la matière dès lors que c'est la matière solide. Des fois 3 à peu près quand c'est de la matière organique. Ça veut dire aussi qu'on peut réutiliser en fait en réseau les services rendus par une unité d'énergie comme la chatale dont on parlait tout à l'heure, mais aussi les services rendus par unité d'eau. Une eau épurée, propre, notamment par des systèmes végétaux dont on n'a pas parlé là, mais qui sont eux aussi qui coûtent à peu près moins cher que des systèmes centrales, en tout cas d'épuration actuels classiques, eh bien, peuvent être utilisés par l'agriculture. Et si demain on a une électromobilité, eh bien, on a beaucoup moins de pollution atmosphérique liée aujourd'hui au fait de brûler les carburants. L'électromobilité a ce grand avantage de diminuer la pollution atmosphérique. Donc, on peut imaginer des circuits qui puissent remettre l'agriculture aux portes des villes et au centre des villes. Pourquoi ? Parce que on a des diminutions en fait x3 au minimum selon les études jusqu'à x4 du besoin de voiture pour la même mobilité lorsque on est dans des systèmes autopartagés. Donc on voit qu'on a des sauts d'efficience qui peuvent en plus se multiplier. Et lorsque nous, dans la chaire, on projette avec le CNAM sur l'économie régénérative, selon la théorie symbiotique, en fait, dont Emmanuel, tu as rappelé l'ouvrage, eh bien, on a des vraies multiplications d'efficience. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un réseau, ça arrive toujours à un monopole. Et que les business models sont en effet complètement différents et qu'aujourd'hui, on est dans un système de test and learn. On doit pouvoir innover à un endroit pour pouvoir progressivement, en fait, c'est très très important, progressivement étendre le modèle, mais partir à un petit endroit de bien comprendre. Et dans ces business models, eh bien, le site a une importance cruciale. Une importance cruciale parce que on est dans des modèles, comme je disais, de réseaux qui vont structurellement, par nature, vers des monopoles et qui peuvent devenir prêteurs de leurs contributeurs dès lors que la gouvernance n'est pas partagée et la répartition de la valeur.
Cette gouvernance, elle va permettre de protéger les data, mais elle va permettre aussi de protéger la convergence d'intérêts, parce que ce système ne marche qu'en convergence d'intérêts. Et en plus, elle va permettre en effet de pouvoir partager les risques et de créer cette communauté d'intérêts dont on parle, ce consensus autour de biens d'équipement, de réseaux d'équipement qu'on va posséder en fait tous ensemble et gérer tous ensemble, et avec une transmission du savoir aussi. Parce que plus les bâtiments deviennent complexes, et plus ils deviennent aussi complexes à gérer lorsque les habitants deviennent propriétaires, lorsque les garanties sont terminées. Donc, arrêter de parler, de penser en silo, comme on l'a très bien vu, entre différents secteurs, le bâti, la route ou la mobilité, les jardins. Il faut intégrer les jardins dans l'espace capitalisé, entre l'énergie, entre l'eau, entre la nourriture, etc., qu'il faudrait intégrer. Eh bien, et les services rendus par les écosystèmes vivants, parce que lorsque vous climatisez un quartier parce que vous avez pensé à une sonde de gérer, puisqu'on peut faire des systèmes de filtration végétaux, comme je vous disais, eh bien, vous allez avoir un besoin de consommation aussi pour climatiser, par exemple, pendant l'été, parce qu'elle se fera naturellement. Et elle permettra aussi de faire de la rencontre sociale, qui permettra un meilleur consensus et une appropriation des usages. Donc, on est vraiment à cette rupture qui nous permet de penser en effet les villes et tout habitat humain, non pas seulement comme un ventre qui consomme et qui reflète, mais vraiment une ville écosystème, une ville en plus agréable à vivre, et où la répartition de la valeur peut être mieux gérée, à condition d'intégrer en effet les habitants dans ces nouveaux systèmes de gouvernance. Les taux d'efficience sont absolument gigantesques, parce que sur un modèle radicalement plus efficient, en fait, je vous dis, on peut avoir ou des additions et voire même des multiplications. Merci beaucoup. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous repasser la parole, mais je crois qu'on est tous en phase, et puis on a vu effectivement une convergence d'opinions, chacun pour son domaine. Merci Isabelle. Je pense qu'effectivement, ça nous porte ça nous fait pas rêver, parce qu'en fait, non seulement on la voit cette ville, on le voit ce territoire, on voit cette société, mais maintenant il faut qu'on y aille. L'ASBA, je pense qu'elle est là justement pour faire tomber ces silos. C'est notre ADN, et notamment aussi travailler sur cette gouvernance de la donnée. Ce soir, je vous invite à la plénière de clôture qui justement va traiter de ce sujet de la gouvernance de la donnée, parce que c'est fondamental, on l'a tous dit. C'est effectivement, il faut gérer cette donnée, il faut que cette donnée soit partagée, il faut que le citoyen, l'usager soit associé à cette gouvernance de la donnée. Moi-même, je parle de gouvernance girondine de la donnée, à défaut de jacobine. Et si vous voulez, c'est vraiment une mutation fondamentale de nos organisations. La France est une société qui est très jacobine. Jean-Pierre Cornu m'invitait à lire le livre de Tocqueville. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut retourner à peut-être 200 ans en arrière et repenser peut-être partiellement notre gouvernance. C'est pour ça que là aussi, je parlais de gouvernance hybride. On n'ira pas tout jacobin, tout girondin. Mais effectivement, c'est l'association des deux. C'est ce bon partage, cette in-between qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça que d'un côté, il y a l'ASBA qui travaille sur un socle de confiance, et nous tous ensemble qui devons écrire une histoire. Merci à vous tous et bon anniversaire. Merci. Et au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Belle journée. Belle journée à vous.